La pratique de Salifou Lindou reflète le désir humain et la lutte pour vivre avec dignité face aux pressions sociétales et politiques. Les politiciens corrompus et les familles déchirées par l'émigration émergent de lignes spontanées et énergiques qui expriment à la fois la vulnérabilité et la puissance des corps humains, capturant les impulsions et les réactions qui marquent leur lutte quotidienne. Artiste autodidacte, Salifou Lindou a expérimenté un large éventail de matériaux, notamment le métal, le cuir et le papier, et a réalisé des installations et des performances complexes tout au long de sa carrière. En 2022, Salifou Lindou a célébré le 30e anniversaire de sa carrière. Ses œuvres ont été exposées dans des institutions telles que le Musée national du Cameroun, l'Institut des cultures de l'islam en France et Art Hub Copenhagen au Danemark. Lindou a eu à représenter le Cameroun à la Biennale de Venise de 2022. La pause d'art. Bonsoir Salifou. Bonsoir Yvan. Merci de nous recevoir chez toi, dans ton atelier de travail. Et ici à la pause d'art, comme d'habitude, nous commençons par la question la plus simple. Comment es-tu arrivé à l'art? Je pense que j'ai très vite su que je devais être quelqu'un, que je suis quelqu'un de très manuel, de très tactile. Très jeune, j'aimais bien bricoler, toucher à tout, même réparer des choses. Donc cela est arrivé de manière tout à fait naturelle lorsque je découvre le dessin enfant. Je me rends vite compte que c'est le moment où je me sens le plus à l'aise. Et ça va plus loin, la découverte des couleurs, et puis, comme je le disais, cette obsession pour le bricolage. D'accord. Ouais. Mais il faut dire que ta ville de naissance peut-être a aussi prêté à ça, parce que tu viens d'une ville qui est connue pour être la cité de l'art au Cameroun, c'est-à-dire Foumban. Est-ce que tu crois que cela a aussi contribué à ce que tu te verses ainsi dans l'art? Oui, surtout lorsque j'entre dans l'adolescence, je commence à m'intéresser concrètement à la chose artistique, à me poser des questions vraiment essentielles, existentielles, et en ayant un regard plus critique. Et j'ai eu la chance de grandir dans une famille royale, si on peut le dire, dans le palais, parce que je suis du côté de ma mère. Ma mère, et je suis un arrière-petit-fils du roi Joya, et donc j'ai eu accès facilement à la cour royale, à côtoyer les gens, les enfants de la cour, et puis forcément côtoyer les artisans, les objets, le musée. Et à l'adolescence, j'ai commencé à regarder les objets avec beaucoup de curiosité. Et du fait que j'aspirais déjà à faire de l'art, je dessinais beaucoup, je peignais beaucoup. Et quelles sont les premières choses, les premières personnes que tu as mis sur papier, que tu as dessiné déjà à cette époque-là? C'était forcément mes parents. Quand on est jeune, on a envie de bien faire, de montrer à ses parents qu'on excelle en quelque chose, soit à l'école, soit dans un hobby, un sport. Et moi, j'affectionnais beaucoup de dessiner, de peindre, et
Au début, j'ai beaucoup dessiné et peint mes parents parce qu'ils étaient là. Comme tout enfant, jeune adolescent, tu as envie de leur montrer de leur demander est-ce que c'est bien ce que je fais et de savoir qu'ils apprécient ce que tu fais. Et ça m'a encouragé. Ça m'a encouragé. J'ai dessiné tellement ma mère qu'à un certain moment, je dessinais sans la regarder, sans la voir. Ça venait. Parfois même, je me suis surpris en train de dessiner des femmes et je vois les traits de son visage apparaître de manière comme par hasard, parce que ma main s'est forgée au portrait que je faisais d'elle tout le temps. Juste parce que je voulais qu'elle dise c'est bien. Elle avait l'habitude de dire toujours c'est très beau mon génie. Et ça m'a encouragé. Et justement, en parlant de ta mère, on croit savoir qu'il y a vraiment une relation fusionnelle entre toi et ta maman. Comment t'a-t-elle justement accompagné pendant cette période où toi-même tu te crées en tant qu'artiste? Comment t'a-t-elle accompagné sur cette voie-là? Bon, ma mère était une femme attentionnée. Bon, il faut dire que moi, je suis l'aîné de 10 enfants. Elle a fait 10 enfants, donc c'était... je pense que la maternité, pour elle, a été vraiment quelque chose de désiré. Elle a désiré avoir des enfants. Et quand on désire avoir des enfants, c'est parce qu'on aime les enfants, c'est parce qu'on a des prédispositions à les encadrer, aussi à les éduquer. Et ma mère, c'était une maman vraiment attentionnée et qui suivait vraiment de bout en bout ce qu'on faisait et était à l'écoute et était prêt à m'encourager, même si c'était pas bien. Moi, j'ai toujours grandi en pensant que j'étais vraiment le génie d'un tel parler. Mais c'est bien parce que ça m'a poussé à me surpasser, oui, à aller au-delà peut-être de ce que je comptais faire. Mais c'est assez admirable parce que quand on voit, tu le dis si bien, tu es l'aîné d'une famille, d'une fratrie plutôt nombreuse. Et généralement, on attend des aînés, qu'ils soient dans la fonction publique, bref, qu'ils aient un travail où il y a de la sécurité financière. Mais comment est-ce que tes parents, finalement, ont accepté cet artiste que tu es, le choix de vie que tu as fait? Comment ça s'est dealé en famille, Salifou Lindo? Bon, ça a été très facile pour moi parce que j'ai démontré, je pense quelque part, j'y crois très souvent, j'ai démontré à mes parents que c'est ce que vraiment je savais le mieux faire. Et étant petit, je leur ai fait des portraits comme vraiment de qualité et qui, c'est pas seulement eux qui appréciaient, même les amis de mes parents ont toujours dit de belles choses sur ce que je fais. On me demandait à ce que je leur en fasse aussi. Et donc, à un certain moment, j'ai même remporté en 89. Je pense que c'est vraiment le déclic. Mon papa était venu comme ça me dire, c'est un intellectuel, il était abonné aux journaux. Un jour, il est venu me dire, voilà, tu passes le temps à dessiner, à peindre, prouve-nous que tu peux gagner ce concours. C'était le concours de l'emblème du international du symposium du SIDAC qui devait avoir lieu ici au Cameroun après les Philippines. Donc ça partait de pays en pays et les artistes, l'OMS, chaque année donnait le privilège aux artistes de ces pays-là de concourir pour le logo qui
allait figurer sur tous les papiers, les documents, les gadgets et tout. Donc j'ai pris le journal et je me suis mis à l'œuvre et j'ai remporté, ça m'a même beaucoup surpris, j'ai remporté le concours. Et je pense que ça a été vraiment la preuve vraiment ultime aux yeux de mes parents que j'excellais dans ce domaine et que je pouvais continuer. Et je crois un an après ou deux, j'ai été sollicité par une agence de communication pour travailler comme maquettiste, infographe. Et j'ai facilement convaincu mes parents de me laisser aller faire ce métier en leur disant c'est ce que j'aime faire. La pose d'art. Mais j'aimerais qu'on fasse un peu un petit rétro-pédalage parce que tu es dans cette ville Foumban qui est à l'époque encore peut-être très rurale, moins urbaine qu'elle est aujourd'hui en tout cas. Et tu fais de l'art, la peinture, le dessin. Mais comment déjà à cette période-là, comment tu te débrouilles pour trouver les matériaux qui vont te servir à t'exprimer? Bon, déjà, c'était pas facile me trouvant à l'ouest du Cameroun, assez éloigné de Yaoundé ou de Douala, les villes les plus animées et les plus mouvementées. C'était pas facile d'avoir du matériel. Et j'essayais de trouver le peu. Bon, j'avais pas vraiment besoin forcément de grand chose. Je pouvais trouver dans les librairies parce qu'il n'y avait pas de boutiques spécifiques aux beaux-arts, parce que artistique, la peinture, le dessin, c'était pas déjà quelque chose de très courant. Et il y avait très peu d'artistes. Donc je me contentais des gouaches parce que bon, dans les écoles, c'était aussi au programme, le dessin et la peinture. Et donc forcément sur le marché, dans les librairies, on pouvait trouver les gouaches. Je travaillais beaucoup plus aux gouaches. Mais un peu plus tard, par manque de peinture vraiment de qualité, de professionnel, je me suis mis à travailler avec des fibres végétaux, par exemple, des choses comme ça. Et j'obtenais des rendus assez remarquables. Quand tu parles des fibres végétaux, c'est comme les fibres de bananier. Voilà. La peau qui sèche et qui tombe comme ça. Et je suis parti d'un constat comme ça que je me suis rendu compte que des artisans travaillaient même déjà à faire des petites scènes comme ça, villageoises, paysannes, en collant de manière grossière comme ça. Mais moi, je suis parti dans l'idée de travailler de manière plus esthétique, plus raffinée. Du moment où j'avais déjà découvert, par exemple, les courants artistiques occidentaux, j'avais aussi beaucoup observé la texture des pièces que je rencontrais dans les musées et tout. Cette texture très ocre, terre. Je pense que c'est ça qui a fait que les couleurs des scènes nervues là, qui restent aussi sobres et aussi ocre et nuancées m'a poussé à travailler avec. D'accord, parce qu'il y a plusieurs tonalités en fait. Quand il y a plusieurs tonalités, il y a même des dégradés. C'est fort de ce constat-là que je me suis vraiment mis à explorer ça. D'accord. Mais déjà à cette période-là, cher Salifou, quels sont les référents qui sont les tiens?
Je te dis, au profond de ton beau village, au profond de Fumban, toi, le petit garçon, quand tu peins, quand tu dessines, quels sont les référents qui sont les tiens? Les références comme en tant qu'artiste? Oui, en tant qu'artiste, oui. Bon, moi, je lisais beaucoup. J'essayais de trouver des livres qui manquaient, même d'ailleurs beaucoup. Quelques rares livres, magazines, les beaux-arts, des consoles occidentales, françaises particulièrement. Je suis tombé quelquefois là-dessus et ça m'a permis d'améliorer, de connaître même l'histoire de l'art occidental et les techniques et les périodes de l'art tels que l'impressionnisme, le cubisme, et même encore plus loin en arrière, la période baroque et tout, et les artistes. Et tout cela m'a permis de renforcer ma connaissance de l'art et de la technique d'expression artistique universelle. Mais je gardais aussi beaucoup, j'étais très attentif aussi beaucoup à l'art local. J'essayais de comprendre la texture des matériaux, des formes, les significations et les origines, les buts, les causes pour lesquelles telle ou telle sculpture se présente d'une certaine manière que l'autre. Et donc ça m'a permis de construire comme ça mon idée de ce qu'est représente l'art et sa fonction dans mon espace culturel et puis celle de l'Occident et de faire un certain rapprochement. Une sorte de synthèse de ces deux univers-là. Ok, donc du coup, après l'obtention du premier prix à ce concours de l'OMS, un an plus tard, tu disais, tu te retrouves à Yaoundé, employé d'une agence de com, de marketing. Comment tu continues à entretenir ta fibre artistique pendant cette période où tu dois respecter des horaires bien définis et tu as un salaire, etc. Comment tu continues à exister en tant qu'artiste? Quand j'arrive là, déjà, je suis content parce que je continue de dessiner. Ce n'est pas dans le même registre, parce que j'avais déjà commencé des recherches. Je voulais m'affirmer dans un style en explorant des différentes techniques, styles. Mais là, je devais travailler pour une entreprise. Et je dessinais et c'était déjà une bonne chose. Mais mon rêve, c'était vraiment de rencontrer le milieu artistique de Douala. Quand tu quittes Fumban, tu vas à Yaoundé ou je vais à Douala. Ah, d'accord. D'abord ici, je viens d'abord ici à Douala. Et c'est ici que je m'engage pour faire ce travail. Ayant vu le travail que j'avais fait au départ par le biais d'un ami à qui j'avais fait un portrait. Donc je me retrouve dans cette agence ici et déjà je sais que je peux déjà gagner ma vie et me débrouiller de moi-même en faisant ce que j'aime. Même si ce n'est pas, j'aspire vraiment à devenir un artiste et m'exprimer dans le domaine artistique. Et donc, mon rêve, c'est d'avoir un atelier et de faire des expositions. Donc, je me suis rendu compte très vite, quelques temps après, que
qu'il fallait que je côtoie les artistes, les institutions qui organisent des expositions. Et c'est de fil en aiguille comme ça, d'un artiste à l'autre, que j'ai pu, en passant comme ça, rencontrer, par exemple, Marilyn, la princesse Marilyn et Didier Chop à l'époque. Les cofondateurs de l'espace qui Douala. étaient très actifs sur la scène artistique, qui connaissaient pas mal d'artistes, qui essayaient de organiser des expositions. expositions. Mais à cette période-là, est-ce que Douala existait déjà? Douala n'existait pas quand je suis arrivé. Quand j'ai rencontré Didier et Marilyn, ils avaient déjà comme ça organisé des événements artistiques, mais beaucoup plus en externe, comme par exemple les peintures sur les murs, des choses comme ça qui rassemblaient les artistes. La pause d'art. Mais comment était donc justement le monde de l'art à cette époque, Salifou? Quelle analyse, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette époque? Quels sont les artistes qui étaient sur la scène, qui se démarquaient un peu? Comment c'était organisé en tout? Le premier constat, c'est qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'artistes à l'époque. Il n'y avait pas de galeries. Pas du tout. D'accord. Là, nous sommes dans le début des années 90. Voilà, le début des années 90. Je suis arrivé ici en 92. Et donc, 92, comme ça, 93, je commence à marcher pour rencontrer des gens, voir aussi, je peux voir Expo à gauche, rencontrer même des légendes, des légendes comme Coco que j'entendais parler. Je voyais quand j'étais plus jeune, il avait déjà roulé sa bosse, il avait fait pas mal d'expos qui tournaient au centre culturel français. Comme c'était un artiste vraiment réputé, il avait fait des expositions organisées par des particuliers dans la ville, ici à Yaoundé, à Douala, comme à Yaoundé. Et donc c'était quelqu'un que je souhaitais beaucoup rencontrer. Et le hasard a fait que un cousin comme ça là, insiste pour que j'aille rencontrer le patron du Coco. Un restaurant à l'époque. Oui, un restaurant au Coco à Bali, où Coco Comeng exposait en permanence. C'était un de ses amis. Et en fait, j'arrive là-bas parce que mon cousin me disait toujours, il y a un Bamoun là-bas, c'est un frère, il a un restaurant et il aime beaucoup là. Et il faut aller le voir. Donc il me disait tout le temps, mais je ne voulais pas, je n'étais pas convaincu. Et puis un jour, j'en avais marre, quoi. Il m'a harcelé tellement qu'on a pris quelques-unes de mes œuvres. C'était essentiellement les œuvres avec les pots de bananier, là. J'avais même évolué dans mes expérimentations dessus au point où certaines œuvres comportaient de l'acrylique, de la peinture. J'avais commencé à mettre des couleurs dessus. Et donc, c'était essentiellement ce travail-là. On a pris quelques œuvres et on a sauté dans un taxi un soir et on est arrivé là-bas. Au restaurant Le Croco. Le Croco à Bali. Et on entre et il dit à M. Aruna, voici mon frère dont je te parlais. Et on est venu avec les œuvres. Et il prend mes œuvres, il regarde, il apprécie beaucoup.
Et j'étais surpris parce que pendant qu'il appréciait, il cherchait déjà où accrocher. Et moi-même, au même moment, c'était un moment vraiment de folie, quoi. Au même moment, je découvrais le travail de Coco accroché partout. Et je me disais, putain, je vais exposer avec Coco, c'est génial, quoi. Et en le voyant suspendre mes œuvres comme ça, et il me dit, tu connais Coco? J'ai dit, oui, j'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas encore rencontré. Il me dit, il est là tout le temps, il ne va pas tarder à arriver. Et malheureusement, ce soir-là, il n'est pas venu. Et 2 jours après, je suis allé voir comment les gens réagissent, si ça. Et j'arrive, je tombe sur Coco. Sur Coco, il me présente Coco. Et Coco, comme tu le connais, volubile et tout. Volubile et tout, il se lève, il m'embrasse, il me dit c'est génial ce que tu veux. Et du coup, c'est des moments comme ça vraiment magnifiques où quand un aîné comme ça te dit c'est vraiment beau. Et je me doutais pas que c'était le début d'une grande amitié et que c'était à travers lui que j'allais rencontrer beaucoup d'autres artistes, notamment Joël Pado, que je me suis rendu compte qu'on était même voisins à Bonabéry. Okay. J'ai rencontré Joël Pado, et puis quelque temps, Hervé Yambouén, Babiko, Blaise Bar, et voilà, et pas mal d'autres artistes. Et Marilyn et Didier habitaient juste à côté de Coco, et c'est Coco qui m'a conseillé d'aller les voir. Okay. Que c'est des gens qui sont vraiment intéressants et qui nous portent. C'était ces mots. Et je n'ai pas tardé à aller rendre visite à Marilyn. Je me souviens, c'était la première fois. J'arrive comme ça, je sonne, et le Didier est venu ouvrir. Et il me demande, j'étais allé pour que ça soit vraiment, je n'ai pas à m'expliquer, je suis artiste, c'est ça. Mais j'étais allé avec une toile. Une toile et que je leur ai offert comme ça. Et c'était pour qu'on n'ait pas à trop discuter. Voilà mon travail, voilà ce que je sais faire. Je suis artiste, voilà ce que je fais. C'est pour vous. Super. Et c'était le début de notre aventure. À suivre donc la pause d'art. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gammo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.